Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site Mécanique universelle. Le site qui tente de démontrer que l'humanité est dans un processus évolutif qui la conduit vers sa perfection, vers son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir, à ce perfectionnement pour nos frères humains qui viendront après nous. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution. On voit bien que l'humanité évolue assez lentement, mais déjà il y a l'accélération du progrès qui rentre en jeu, donc le progrès va de plus en plus vite, mais en plus nous ne sommes pas loin du moment où nous allons prendre conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente. Et à partir du moment où l'humanité aura pris conscience que son chemin l'a conduit vers cet état de perfection. Alors cette perfection, qu'est-ce que c'est? C'est le paradis. On construit une sorte de paradis pour nos frères humains, pour nos descendants. Voilà, c'est-à-dire la paix universelle, un fonctionnement universel, la fin de l'homme loup pour l'homme, un système 100% écologique où l'homme n'a plus aucun impact négatif sur la planète, ni sur ses congénères, ni sur les autres espèces. Voilà, bon, on peut s'imaginer, tout le monde peut imaginer une sorte de paradis terrestre. On sait que on peut comprendre déjà que cette planète, c'est un paradis quand on se promène, qu'on vive, on voit que ça a le potentiel du paradis. C'est l'homme qui en fait un enfer, c'est les humains qui en font un enfer, mais globalement, c'est un paradis possible. Et les premiers hommes qui ont réfléchi qui ont imaginé l'idée d'un paradis au niveau religieux, voilà, ça vient pas de rien, évidemment. Et donc, on avance vers ce but et on va bientôt prendre conscience, à mon sens, de ce que nous faisons, ce que nous réalisons. Et le jour où nous prendrons conscience, les choses changent complètement parce que à ce moment-là, au lieu d'évoluer de façon instinctive, on évoluera de façon consciente et universelle, de façon unie, l'ensemble humain uni, au lieu d'avancer en se mettant chacun des bâtons dans les roues, les Américains, les Chinois, etc. Voilà, avec l'idée de prédation, avec l'idée voilà, des façons de vivre, d'évoluer qui sont qu'on peut juger un peu négatives, mais qui font aussi évoluer l'humanité vers sa perfection, qui l'entraînent aussi vers sa perfection. Mais c'est plus lent, parce que c'est le système, je construis, je détruis, je démolis, je détruis, je reconstruis, etc., etc. Et donc, c'est pas efficace, on n'est pas dans l'efficacité. L'efficacité, c'est l'union. L'unité du genre humain, et à partir de là, on met tout en commun, notre potentiel, notre pensée, notre façon, et avec un vrai désir d'échanger, pas quelque chose des controverses à n'en plus finir. Voilà, il faut donc que l'humanité ait passé et acquis une certaine maturité pour pouvoir travailler ensemble, donc ça prendra quelque temps, il faudra quelques décennies pour atteindre peut-être un niveau apte à pouvoir penser un fonctionnement universel, et puis après la concrétisation de ce travail unifié. Alors, pour éclairer cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des émissions que je croise sur France Culture bien souvent. Et là, c'est une série qui a été consacrée à François Châtelet pour qu'il parle de l'histoire de la raison. Alors, on arrive à l'épisode 5, Raison et réalité, l'être avec Aristote. On a vu
Platon dans la première partie, et là maintenant on passe sur Aristote. Alors je lance la vidéo, et puis je commente éventuellement ce qui est dit. Je le découvre en même temps, hein, je n'ai pas écouté la vidéo, donc voilà, je travaille comme ça. Et ça laisse un petit peu de liberté, de créativité. Je vais essayer de baisser un peu le rythme. Je m'emballe tout le temps dès le début et on va essayer d'être plus lent. Voilà, on lance. La philosophie, selon Platon, se définit par son universalité. Et le monde des idées est alors plus fondamental que le monde sensible. L'idée est une essence. L'essence du triangle, par exemple, c'est ce qui fait que le triangle est un triangle et non pas un carré. Ainsi, le triangle dessiné sur le sable est un triangle pour cette raison. Et pour cette raison aussi, le monde des apparences possède un peu d'intelligibilité. Mais cette intelligibilité partielle du monde des apparences vient d'où exactement? Du fait qu'elle est une copie du monde des idées? Ainsi, François Châtelet, les apparences imiteraient maladroitement le monde essentiel. Alors, donc, dans la première partie, on a vu que pour Platon, il y a le monde des idées, c'est-à-dire l'essence, un monde, un au-delà de la création, quelque chose qui est ailleurs que qui n'est pas dans l'apparence, qui est dans un autre monde que celui que nous voyons, que nous constatons. C'est l'univers tel qu'on le constate, la vie telle qu'on la constate. Et donc là se tient la vérité, les choses dans leur essence, l'homme dans son essence, etc. Et le monde des apparences, le nôtre, c'est une sorte d'illusion qui est là. Mais on peut arriver à toucher cette apparence, toucher le monde de l'essence à travers l'extase. Pour moi, c'est l'extase, hein, à travers pour Platon, c'est l'âme qui peut arriver à aller toucher cela, mais pour moi, c'est l'extase. Et je pense que pour Platon, c'était ces expériences qui se faisaient dans les secrets, l'expérience d'Éleusis, les expériences qui se faisaient avec dans les sectes pythagoriciennes, etc. Donc c'est atteindre un état d'éveil qui permet de comprendre les choses. Je l'explique sur les vidéos précédentes, pour ceux qui veulent creuser ça. Voilà. Et là, pour Aristote, ça tel est par exemple le triangle tracé sur le sable. Celui qui trace ce triangle sur le sable a, sans le savoir, dans sa tête, l'archétype du triangle. L'archétype de cette figure, qui peut être très diverse, constituée par trois droites qui se coupent deux à deux. Voilà, alors c'est clair que l'archétype des choses, on l'a. Et d'ailleurs, on a envoyé une sonde spatiale dans l'univers et on a dessiné un homme, bon, et donc un être humain comme ça. Et ça correspond tout à fait à ce que l'idée qu'on se fait d'un homme générique. Tout le monde peut se faire. On peut dessiner un homme particulier quand, voilà, l'école d'Athènes dessinée par Raphaël, il dessine Platon, Socrate, etc., Aristote. Mais l'homme générique, c'est dans ce second monde. C'est aussi, d'une certaine manière, la réalité productrice. Sur ce point, Platon n'insistera pas. Alors, la réalité productrice, c'est-à-dire que le monde des idées produit ce que nous sommes. On est le fruit de cette énergie, de ce divin en somme, puisque c'est ce qui anime, ce qui maintient cet univers
en l'état tel qu'il est, c'est-à-dire c'est les particules élémentaires immatérielles, c'est l'immatérialité qui fait qu'un atome tient, qu'un atome existe, qu'un atome a un noyau qui est infime avec des électrons qui tournent autour et qui donne l'apparence de la réalité, qui donne la réalité telle qu'on l'a construit. Mais le moteur de tout ça, le créateur de tout ça, c'est les particules, c'est ce qui tient. Et ce que cherchent d'ailleurs à découvrir les physiciens. Qu'est-ce qui tient ces choses entre elles? Qu'est-ce qui fait que... Et en fait, ils cherchent le divin, ils cherchent Dieu dans ce sens-là. Mais comme on sait, la philosophie platonicienne va être reprise ultérieurement, pendant la période médiévale, par les philosophes chrétiens. Et ces philosophes chrétiens vont expliquer que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, avait dans son entendement, dans son esprit, des essences éternelles à partir desquelles il a créé ce que nous appelons aujourd'hui création, c'est-à-dire ce monde des apparences. L'essence, d'une certaine manière par conséquent, est une cause de ce qui est. Une cause. Il y a un autre terme que je voudrais définir parce qu'en général, c'est un terme qui fait peur ou un terme qui suscite l'hilarité de ceux qui se moquent de la philosophie. C'est le mot « être ». On se moque volontiers de la formule « la philosophie, c'est la science de l'être en tant qu'être ». On dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, en fait, c'est une chose très simple. L'être, c'est tout simplement ce sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de vivre comme il convient à un homme digne de ce nom. Donc, l'être, une sorte de morale, c'est une sorte d'éthique. On dirait maintenant ce qui est fiable. Ce qui nous donne des indications telles qu'en se conformant au savoir qu'on en peut avoir, on a toutes les chances de se conduire selon la justice, selon l'intérêt général, selon des règles qui amènent une satisfaction durable. Ce n'est donc pas du tout un mot mystérieux. C'est, au fond, ce qui existe vraiment et qui soutient les diverses apparences qui flottent dessus. L'erreur que font les gens, c'est de ne pas réfléchir assez à ce sur quoi on peut sérieusement s'appuyer. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que l'être, c'est quelque chose de transcendant, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on a, c'est une sorte d'éthique humaine, l'éthique humaine qui transcende les genres, hein, voilà, c'est valable pour l'homme, la femme, l'enfant, etc., etc. Donc, c'est ce qui fait que je dois, la vie, l'humanité dans ce grand fleuve-là a des choses, des sortes de règles, des sortes de choses qui ont été créées pour l'ensemble humain et qui concernent l'humanité dans son ensemble et que chaque être humain peut comprendre et que auquel il doit un peu s'appliquer pour se tenir, pour être un être humain digne de ce nom en réalité, et qui est le même que l'être humain
au siècle précédent, au siècle d'avant, au siècle, etc., qui conduit, qui fait le lien de tous les êtres, qui est une sorte de cordon ombilical auquel chaque être individuel, chaque être particulier est rattaché. C'est cette identité qui fait de nous cette humanité. Voilà, je crois, deux définitions je l'explique, qu'on vient de retenir. D'après ce que je viens d'entendre. Alors maintenant, il faut passer à une seconde étape dans la constitution de la philosophie. C'est l'étape aristotélicienne. Aristote, je le rappelle, est le disciple de Platon. Il a été élève de l'Académie et, selon la légende, il était même le meilleur élève. Et pendant un temps, Platon a songé à lui confier sa succession. Et puis, toujours selon la légende, il semble qu'à un moment donné, Aristote a rompu avec le maître et qu'il a créé sa propre école, le lycée. Elle est appelée le lycée parce qu'elle se tenait dans un lieu appelé le lieu du loup. Lukos, en grec, ça veut dire le loup. Il y avait sans doute eu dans le passé un loup qui avait été tué à cet endroit-là. Et c'est cela qui a donné notre actuel mot lycée. Aristote constitue sa propre école qui devient antagoniste de l'Académie. Antagoniste? Pour quelle raison Aristote a-t-il rompu avec Platon? Bien, je dirais qu'Aristote... C'est la mécanique normale de la création. C'est valable pour tous les modèles. Dans la peinture, quelqu'un qui est dans un mouvement, un jeune rentre dans ce mouvement, il se conforme au mouvement et puis il y a quelque chose qui lui manque, il est d'une génération différente et donc il faut qu'il amène quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait que l'humanité évolue vers sa perfection. Parce qu'à chaque fois, les générations qui arrivent sont déjà plus intelligentes que la génération précédente, parce qu'elles ont accumulé plus les connaissances des anciens, plus les leurs. Donc c'est déjà un avantage. Leur niveau de conscience est plus élevé. Et globalement, je parle évidemment qu'il y a des jeunes qui sont plus... mais c'est global, dans la globalité. Et grâce à ça, ça progresse et on évolue vers a rompu avec Platon et avec le platonisme, constitué par philosophie, c'est-à-dire par amour du savoir. Il a considéré que son maître, qu'il respectait profondément, n'avait pas vu ce qui avait quelque chance de rendre la philosophie crédible, acceptable par un ensemble suffisant de personnes. Aristote considère que le développement de la philosophie platonicienne est tel qu'il y a peu de chances pour que la philosophie soit effectivement entendue, pour que la philosophie puisse produire l'effet empirique, l'effet dans l'existence actuelle que Platon escomptait lui donner. En effet,
faut bien constater avec Aristote, d'une part, que le programme de l'Académie n'a pas eu de bien bons résultats sur le plan politique. Le maître de l'Académie s'était donné pour tâche de fournir des chefs politiques. Il a lui-même tenté de devenir le premier ministre de Denis de Syracuse et il a complètement échoué. Ces 3 tentatives politiques ont tourné à sa dérision. Quant au programme qu'il propose, le programme des études que j'ai exposé tout à l'heure, il faut avouer qu'il est bien peu séduisant. Quel citoyen va accepter, par exemple, de passer 30 ans de sa vie avant de pouvoir commencer à avoir l'espoir de connaître? Quel citoyen va accepter de soumettre ses enfants à des épreuves effroyables qui vont augmenter sa fermeté et qui vont lui apprendre à mourir au sensible? Et c'est clair Aristote, que c'est très compliqué. On comprend que ça a pu... Il y avait le radical, voilà. Platon, c'était radical, c'était la base, comme les premiers, on pourrait dire les premiers cubistes, c'était radical leur travail, etc. Et puis les cubistes qui sont arrivés plus tard, en évoluant, le cubisme, il a commencé à s'adoucir, à s'arrondir, etc., à changer un petit peu de forme. Et là, c'est clair que Platon avait raison, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Platon a raison de penser que l'éducation, même telle qu'il l'apprend, telle qu'il en parle, c'est-à-dire former le caractère et puis après arriver vers 30 ans pour atteindre l'éveil, en somme. Et l'éveil, c'est légitime de penser cet âge, 30 ans par exemple, parce que l'éveil à 20 ans, c'est autre chose. 20 ans, c'est un autre âge, c'est une autre façon de vivre, c'est autre chose qu'on doit vivre à cet âge-là. 30 ans, c'est une sorte de maturité, c'est bien pensé, mais c'est autre... Voilà, Aristote vient, c'est autre chose qu'il veut. Et on comprend. Veut sauver la philosophie parce qu'il juge que ce programme, le programme fixé par Socrate, par Platon, que ce programme est irremplaçable, que la philosophie est effectivement la bonne voie, mais qu'il faut adapter la philosophie aux exigences de ce monde-ci. Et alors, curieusement, on dirait que Platon est plus adapté, à mon sens, dans la façon dont il écrit, dont il fait de la philosophie avec ses dialogues, que le travail d'Aristote, qui est quand même assez compliqué à apprendre. Oui, voilà. C'est en ce sens, comme vous l'avez déjà dit, que Aristote se constitue en administrateur de la philosophie. Il va définir un certain nombre de thèmes et de notions susceptibles de rendre la philosophie plus aisément praticable. Et pour expliquer l'apport essentiel d'Aristote en cette affaire, je crois que le mieux est de me référer à ce couple essence et apparence. Dans l'essence, c'est Dieu, l'apparence, c'est l'homme. Définie par Platon, c'est l'univers. Entre l'essence et l'apparence, entre cet arrière-monde qui est seulement sensible à l'esprit et ce monde-ci dans lequel nous vivons, il y a
une coupure absolue. C'est même cette coupure absolue qui rend nécessaire cette éducation fort longue, cette pédagogie qui fait violence, et permettant de passer d'un monde à l'autre. Entre le monde des essences et le monde des apparences, il y a une rupture. Alors, cette rupture, elle est là, mais quand on a expérimenté l'extase, on voit que l'extase, c'est le côté de l'essence. On est au contact de l'essence. C'est pas quelque chose d'intellectualisé, c'est quelque chose c'est le corps qui est au contact de cette essence-là. Et quand on est dans l'état normal, dans la conscience normale, comme là par exemple, avec une conscience agitée, on pourrait dire, une conscience ordinaire, on est au contact de l'apparence, donc de la réalité telle qu'on la conçoit. Mais on passe d'un à l'autre comme ça, aussi brutalement. C'est pas, je suis sorti de l'extase en quelques secondes. Je suis passé d'un état à l'autre et pourtant je suis resté une semaine dans l'état d'extase et quand je suis sorti, c'est une idée qui m'a traversé, qui m'a sorti de cet état-là. Et alors, oui, il y a eu une bouffée de chaleur pour rentrer dans cet état. Il y a eu quelque chose au niveau physique que j'ai ressenti, comme une sorte de peur, d'état un peu bizarre, mais qui a duré quelques secondes. Et pour sortir, c'est la même chose. Il y a eu une bouffée de chaleur, une sorte d'angoisse. Je me suis dit, mais ce que tu as écrit, c'est pas lisible. Il faut que tu te concentres pour développer ta théorie. Ta théorie, elle est pas finie, etc. Et là, je suis sorti et je suis revenu dans la vie, dans la conscience ordinaire, c'est-à-dire l'agitation et tout. La seule chose la différence, c'est que dans l'état d'éveil, dans l'extase, on est dans une zen attitude absolue, dans une harmonie totale, et puis dans le monde des apparences, dans le monde ordinaire, on est dans une disharmonie qui est constructrice, voilà, là je suis agité, mon cerveau est en ébullition, mais je suis je peux pas être en extase là, dans cet état-là. Aristote pense que ce n'est pas ainsi qu'il faut présenter les choses si l'on veut que la philosophie soit active. Je ne peux pas entrer, bien sûr, dans le détail de l'argumentation platonicienne, car il faudrait analyser la cosmologie, c'est-à-dire la vision du monde qu'Aristote développe. Il faudrait analyser la théorie des quatre causes. Il faudrait étudier les aspects principaux de la logique et de la métaphysique d'Aristote. Voilà. Alors, la métaphysique, oui, mais Aristote voulait préciser. Et en précisant, il sort de la mystique. Il y a Platon, à la limite, je pense qu'il voulait pas rentrer dans le matérialisme pur, dans le mathématique, dans le scientifique, parce qu'il voulait rester rapproché de l'expérimentation extatique, de l'extase et donc du spirituel. Et Aristote, c'est celui qui va faire rentrer la philosophie dans la science, en réalité. Voilà. Et Platon voulait rester du côté du spirituel, du scientifique et du spirituel, mais il était peut-être plus central, Platon. Aristote amène le côté vraiment scientifique. Tel n'est pas mon propos, puisque aussi bien pour l'instant
Il s'agit de tenter de définir le discours philosophique. Je m'en tiens donc à un seul thème, celui précisément du rapport entre l'essence et l'apparence. Ça, c'est vraiment intéressant. Le philosophe aristotélicien... Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle est déjà arrivée à 30 minutes. Voilà, si vous voulez... à très bientôt. Merci de votre écoute.